Parfait. Donc, bonjour à tous ou bonsoir, dépendant de l'heure où vous nous écoutez. Je suis ravi de vous retrouver, en effet, pour cette conférence dans laquelle nous allons aborder notamment les astuces pour réussir sa reconversion professionnelle dans le domaine de l'IT. Si vous participez à cette conférence, ça veut dire que vous vous êtes peut-être déjà posé la question de comment faire pour peut-être avoir un meilleur boulot, avoir un meilleur salaire, ou tout simplement rajouter un peu plus de compétences à votre CV. Donc, c'est pour ça notamment que j'ai décidé d'organiser cette conférence parce qu'il y avait beaucoup de gens qui me posaient la question notamment de savoir comment faire pour se redéployer dans un nouveau métier avec de meilleures conditions de travail. Et l'IT est souvent une solution pour pouvoir se redéployer et avoir un meilleur métier. Alors, afin de faire connaissance et de savoir un peu à quel public notamment j'ai affaire, si vous pouvez mettre dans le chat votre prénom et votre métier actuel, ça me permettra aussi de prendre connaissance, en effet, de ce que vous faites actuellement et aussi de pouvoir prendre des exemples concrets lorsque je vais parler de certains éléments. Donc, n'hésitez pas à mettre cela en chat et je pourrais revenir dessus. Donc, nous sommes ensemble pour... alors, dans la fiche, c'est écrit 2 heures, mais je pense que en 40 minutes, 1 heure, on aura déjà bouclé cette conférence. Et n'hésitez pas aussi à marquer vos attentes dans les commentaires ou si vous avez également des questions, je prendrai le temps de regarder en parallèle. Donc, quel est le plan de cette présentation? Quel est le plan de cette conférence? Dans un premier temps, nous allons revenir sur les généralités sur la reconversion professionnelle. Nous allons parler également de l'aspect faire son bilan de compétences, notamment avant de procéder à la reconversion professionnelle en elle-même. Il faut savoir de quoi est-ce qu'on est capable. Ensuite, on va parler des métiers de l'IT. Donc, on reviendra sur notamment voilà, les métiers intéressants dans l'IT. On parlera des métiers tendance. Ensuite, on reviendra sur les critères pour faire votre choix, votre domaine dans l'IT et comment trouver la formation adéquate. Parce qu'en effet, vous allez constater que sur Internet, on a énormément de formations disponibles. Donc, comment est-ce qu'on fait pour choisir la bonne? Et enfin, comment réussir sa reconversion? Parce que c'est une chose de savoir qu'on veut se reconvertir dans l'IT. C'est une chose de trouver la bonne formation, mais c'en est aussi une de pouvoir la réussir. Parce qu'il y a pas mal d'obstacles que nous allons voir tout à l'heure. Donc, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, n'hésitez pas à marquer en effet dans le chat votre situation actuelle, le domaine dans lequel vous exercez. Ça me permettra également de prendre quelques exemples. Donc, merci déjà à Rebecca et Emmanuel. Et nous allons donc passer déjà à la partie introductive. Alors, je vais déjà commencer par me présenter, vous parler un peu de mon histoire, notamment dans le monde de la formation, pour vous expliquer un peu dans quel contexte cette conférence est organisée. Alors, je suis Diran Tefen, formateur depuis plus de 6-7 ans maintenant. J'anime des formations pour des professionnels de l'IT, mais aussi pour des personnes en reconversion professionnelle. Et donc, je forme les gens essentiellement sur les métiers qui sont liés au cloud, au DevOps, à l'administration, système et réseau. Ça ne vous dit peut-être rien pour l'instant, mais j'y reviendrai par la suite. Donc, je forme les gens, que ce soit dans le cadre de mon entreprise EasyTraining, que ce soit également dans le cadre de reconversion professionnelle dans les grands centres de formation, notamment français, comme M2I, IBCGOS, Orsys et AJC. Je vais rester généraliste lors de cette présentation parce que je ne veux pas me focaliser sur des pays en particulier. Donc, je vais rester assez généraliste parce qu'il y a des dispositifs qui existent en France, mais qui n'existent pas ailleurs. Et je ne veux pas que cette présentation soit extrêmement spécifique, voilà, à la France. Sinon, d'autres personnes pourraient ne pas s'y retrouver. Donc, en gros, ça fait plusieurs années que je forme des gens au quotidien, des personnes en reconversion, qui viennent vraiment de divers environnements. J'ai les gens qui étaient d'anciens VTC, donc taxi. J'ai les gens qui étaient boulangers. J'ai des gens qui étaient bouchers.
j'ai des gens qui étaient des camionneurs là qui font la route. J'ai des gens qui étaient vraiment, j'ai eu des gens qui venaient de partout. Et tous voulaient en effet changer de métier, se réorienter. Et la plupart étaient souvent au chômage, et un chômage prolongé, qui a fait en sorte qu'ils décident vraiment de changer d'univers. Et l'IT est souvent une solution parce que, comme on le verra par la suite, il y a pas mal d'opportunités. Alors, déjà, bien sûr, le premier pas dans la reconversion, c'est déjà de prendre le temps de participer à ce genre de conférences parce que je pense que elles sont très rares et quand même souvent elles existent, elles sont payantes. Donc c'est déjà important d'avoir participé à cette conférence parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont inscrits, hein. Plus de 100 personnes sont inscrites, mais vous pouvez constater en effet le nombre de personnes que vous êtes là. Donc ça montre que il faut vraiment avoir le courage et se donner les moyens de réussir. Et j'y reviendrai par la suite. Alors, pour comprendre l'univers de la reconversion, il faut déjà bien comprendre le besoin. Et si on regarde à peu près le besoin que l'on peut retrouver sur Internet, en l'occurrence, la plateforme de recrutement Hello Work, qui a publié un baromètre de l'emploi au premier semestre de 2023, le secteur de l'IT, on a vu des publications d'offres d'au moins 170 000, au moins 170 000 entre le 1er avril et le 30 juin. C'est une augmentation d'environ 10% à la même période de l'année dernière. Les développeurs, bien sûr, restent les postes les plus recherchés. Donc, ça veut dire que ce n'est pas forcément une tendance baissière, une tendance qui a, on va dire, tendance à se réduire. Non, c'est plutôt une tendance en croissance. Et on reviendra sur notamment l'importance de l'IT dans les entreprises et pourquoi c'est des métiers aussi plébiscités. Alors, HelloWork a identifié 10 spécialités technologiques les plus prisées au cours du premier semestre. En pole position, on trouve bien sûr les professions de code, donc ceux qui programment, et de la méthodologie agile, à savoir les développeurs full stack, Java, DevOps, et suivi de projets. Donc, on parle bien des métiers qui sont liés à la pure IT. Et j'expliquerai par la suite pourquoi est-ce qu'on ne parle pas de métiers de graphisme, de vidéomonteur et tout le reste. Donc, il y a un réel besoin actuellement constaté, ne serait-ce qu'en regardant les annonces en fait qu'on a sur les plateformes ou même sur les offres d'emploi sur les sites des entreprises qui vous intéressent. Et maintenant, on peut donc se poser la question, pourquoi est-ce que les postes dans l'IT sont énormément prisés? C'est tout simplement parce que l'IT permet de coordonner l'ensemble des opérations d'une entreprise. Là, j'ai pris l'exemple d'un logiciel qui s'appelle Odoo et qui permet de gérer tout le pan de l'entreprise. La comptabilité, la gestion des clients avec le CRM, la gestion des projets, donc le suivi des activités, la gestion des inventaires des produits, la gestion des ventes, comme je dis, la comptabilité, vraiment toute la partie social network, la partie point de vente, si c'est une boutique avec des représentations dans les quartiers ou les villes. Vraiment, il y a énormément de choses que ce logiciel en fait permet de faire. Et en gros, c'est pour cette raison que les entreprises aussi se digitalisent. Parce que grâce à une plateforme comme celle-là, en fait, on va pouvoir centraliser et gérer l'entreprise au quotidien. Donc, de nos jours, on a besoin de personnes avec, certes, une compétence métier, mais aussi une compétence que l'on va dire technique. Parce qu'il faut digitaliser, il faut accélérer, il faut automatiser, il faut améliorer, il faut scaler. C'est fondamental. Et oui, Rebecca, Odoo, en effet, c'est un ERP. C'est ça, qui permet en effet de gérer tous les pans de l'entreprise. Ça veut dire qu'avant, on écrivait sur des papiers, etc., et ça pouvait se perdre. Donc maintenant, tout est géré sur une plateforme centralisée et ça permet de gérer en fait la vie de l'entreprise. Et pour maintenir donc ce système fonctionnel, on a besoin de personnes derrière qui vont gérer cela. Donc, étant donné que les opérations courantes des entreprises ont été digitalisées, il faut des équipes IT qui vont permettre de faire évoluer ces solutions-là, les maintenir, bien évidemment, et assurer le support au quotidien. Donc, les métiers d'informaticien sont devenus indispensables, vraiment indispensables. C'est devenu une nécessité indispensable des entreprises. Alors, ensuite, si on revient sur l'évolution industrielle, pour que vous compreniez un peu, euh,
les différents stades d'évolution que nous avons connus dans le monde technologique. En 1800, on a eu l'industrie 1.0 avec la machinerie, l'énergie, voilà, notamment la machine à vapeur qui est venue un peu révolutionner nos process, notre façon de faire, en apportant une certaine mécanisation des opérations. Donc, ça nous a permis de produire de l'énergie. Ensuite, on a eu l'industrie 2.0 qui s'est concentrée sur la production de masse. Comment est-ce que je fais pour produire mes produits à l'échelle? Et donc là, on a vu donc l'apparition des chaînes de montage où on avait quand même déjà un peu d'automatisation. Je dis bien un peu d'automatisation. Ensuite, on a eu l'industrie 3.0. On a vu apparaître les ordinateurs. La production maintenant automatisée. On n'avait plus besoin d'avoir forcément des ouvriers à tous les niveaux. Les appareils, les équipements, les ordinateurs pouvaient prendre en charge un certain nombre d'actions. Donc, production un peu automatisée. Ensuite, on a l'industrie 4.0. Là, on a vu en effet des systèmes qui étaient capables d'apprendre, qui étaient capables eux-mêmes de s'améliorer et bien sûr des systèmes de type IoT, c'est-à-dire Internet des objets, le réseau qu'on a pu voir. Donc, pouvoir par exemple travailler ici en France et envoyer son résultat dans un autre pays. Donc, on a vu apparaître l'interconnexion. On a vu apparaître la communication à l'échelle. Et donc, bien sûr, ces industries extrêmement connectées. Alors, aux alentours des années 2020, on a donc vu apparaître l'industrie 5.0, avec notamment l'arrivée de l'intelligence artificielle, des robots, des systèmes cognitifs qui sont capables de se comporter, entre guillemets, comme des humains. Et bien évidemment, je ne vous apprends rien en vous parlant de ChatGPT, qui est donc une intelligence artificielle qui permet en effet de répondre à un certain nombre de besoins assez rapidement. Et c'est à chaque fois qu'il y a eu cette révolution industrielle, on a vu des gens qui ont perdu leur emploi, on a vu des gens qui sont devenus obsolètes, on a vu des gens qui n'ont plus jamais retrouvé d'emploi. Et tout ça simplement parce que la technologie a remplacé leur métier. La technologie a modernisé leur métier. La technologie a permis de faire passer ces activités-là à un autre stade. Pourquoi? Parce que l'ordinateur ne demande pas une augmentation. L'ordinateur ne demande pas, et certainement pas des congés. L'ordinateur ne regarde pas si le patron a acheté une Porsche et si il s'est augmenté de salaire. L'ordinateur ne tombe pas en théorie malade. Donc, en gros, les chefs d'entreprise, les industriels vont massivement passer sur des solutions digitales suffisamment efficientes pour pouvoir aller beaucoup plus vite. Pendant que le salarié va dire que le samedi et le dimanche, je me repose, mais les ordinateurs ne se reposent pas. Ils vont travailler en continu. Ces ordinateurs vont bosser en continu. C'est pour cette raison qu'on a donc eu ces différentes évolutions technologiques-là. Et en réalité, les humains sont victimes de cette évolution parce qu'à chaque fois, il faut upgrader les connaissances. À chaque fois, il faut se mettre à niveau. L'exigence qu'on avait pour, euh, pour un ouvrier ici n'est pas la même chose qu'on a pour un ouvrier qui est ici et pour un ouvrier qui est là. Sauf que lorsque les gens terminent leurs études, bac plus 2, bac plus 3, bac plus 5, ils arrêtent d'apprendre. Sauf que la technologie évolue. Les ingénieurs de recherche continuent à travailler pour amener de la disruption, pour amener de la modernité, pour amener de l'automatisation, pour scaler les activités. Et dans ce sens-là, ils se retrouvent donc à être au chômage pendant un certain nombre de temps. Le système éducatif, il y a aussi pour pas mal de choses, parce qu'on a souvent une inadéquation. En fonction des pays, c'est plus ou moins grave, entre le besoin des industriels, des entreprises, et les formations qui sont animées, les formations qui sont données. Il y a des filières, par exemple, aujourd'hui, qu'il faut tout bonnement supprimer. En Chine, c'est déjà le cas. En Corée également, c'est également le cas. Il y a des filières qui sont tout simplement supprimées parce que ces derniers n'apportent plus de valeur aux entreprises. In fine, ce sont les industriels et les chefs d'entreprise qui font vivre, grosso modo, le modèle économique tel que nous le connaissons. Bien sûr, il faut des salariés, bien sûr, il faut des ouvriers, mais
On va dans un monde qui est de plus en plus productif et qui demande donc que on va dire quoi, les capacités soient upskillées et tout le reste. Donc l'évolution n'épargne personne. Moi-même qui suis là en face de vous, bon, à distance, moi-même je dois me former en continu pour pouvoir répondre aux exigences du marché. Sinon, moi-même je serai très vite obsolète. Alors, si on revient donc à l'intelligence artificielle, donc je regardais sur les réseaux sociaux quelques actualités. Donc là, c'est une actualité que je vais passer le 16 novembre qui indiquait que l'intelligence artificielle pourrait remplacer 4 millions d'emplois en Corée du Sud dans les 20 prochaines années, selon une estimation de la Banque centrale sud-coréenne. À l'échelle mondiale, la banque Goldman Sachs parle de plus de 300 000 emplois. 300 millions d'emplois, pardon. 300 millions d'emplois. Mais la Corée du Sud pourrait bien plus être touchée d'ailleurs. La pénétration de nouvelles technologies y est plus élevée qu'ailleurs et la croyance dans le bienfait de l'innovation est extrêmement forte. Donc bien sûr, pour les pays qui innovent énormément, mais ces derniers passent vite au digital et la technologie évolue d'une façon vraiment très impressionnante. Et donc, ça, c'est une image qui représente un peu la situation que nous sommes en train de vivre. C'est-à-dire, l'intelligence artificielle pourrait remplacer 300 millions d'emplois dans le monde. Ce n'est pas quelque chose de fictif. En fait, quand vous allez rechercher un emploi, votre candidature ne va pas aboutir et vous allez vous dire, bon, il faudrait peut-être que j'améliore mon CV, il faudrait que je regarde deux, trois tutos pour pouvoir mieux me présenter et tout. En fait, vous ne savez pas simplement que c'est cette intelligence artificielle qui fait en sorte qu'on ne vous regarde même plus. Vous allez envoyer votre CV avec une compétence qu'une intelligence artificielle fait mieux, sans poser de questions. Voilà. On a simplement rentré des données et l'intelligence artificielle a fait le travail. Donc, à un moment donné, voilà, je pense qu'il faudrait que vous posiez les bonnes questions. Pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à trouver un meilleur emploi? Ben, c'est souvent parce que votre compétence n'est plus celle qui est recherchée sur le marché. Et c'est très difficile que les universités et les écoles vont au même rythme que les industriels. Alors, est-ce qu'il y a déjà des questions par rapport à cette introduction? Vous les mettez directement dans les commentaires, hein. N'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, comme ça je peux y revenir. Donc, bienvenue également à ceux qui viennent juste de nous rejoindre. Donc, il y a certains qui ont indiqué ce qu'ils font actuellement. Il y en a qui sont déjà dans l'IT. Je vois qu'il y a un informaticien réseau et télécom, ingénieur sécurité environnementale, donc Rebecca, Nancy, et en POE reconversion réseau. Très bien. À Saint-Plan, Valenciennes. OK, très bien. Oui, ça me parle, effectivement. Ça me parle. Calvin, étudiant en Master 2. OK, très bien. Mohamed, ingénieur, Dev Java en reconversion DevOps. OK, très bien. Donc, les autres, n'hésitez pas à écrire, hein. Bon, c'est vrai que là, on a des présentations de personnes qui sont dans l'IT, mais je pense qu'il doit aussi en avoir qui, éventuellement, n'y sont pas. Alors, l'un des éléments fondamentaux que je demande aux gens que je suis dans leur reconversion professionnelle, en fait, c'est de faire le bilan de leurs compétences. C'est très important d'être franc envers vous-même parce que souvent, les gens refusent de voir la réalité en face. Et c'est ça le plus gros problème de la reconversion. C'est que les gens refusent de voir la réalité en face, c'est-à-dire, je n'ai pas le niveau et c'est de ma faute. Beaucoup de gens n'acceptent pas cela. Il faut faire le bilan. Qu'est-ce que je sais faire? Qu'est-ce que je ne sais pas faire? Alors, dans un premier temps, je recommande aux gens d'évaluer leurs capacités. Qu'est-ce que je suis capable de produire? En gros, qu'est-ce que je sais faire? Est-ce que je sais écrire une lettre de motivation et un CV? C'est déjà bien. Est-ce que je sais, par exemple, gérer un projet en mode agile? Est-ce que je sais écrire un script, un programme? Est-ce que je sais faire des calculs mathématiques? Parce que toutes vos compétences, en fait, peuvent être nécessaires, mais il y a certaines qui seront éventuellement obsolètes. Vous devez évaluer vos capacités. Vous devez, en fait, vous définir une matrice de compétences en fonction de votre domaine d'expertise. Première chose, vous évaluez. Deuxième, vous essayez maintenant de challenger vos compétences avec les besoins du marché. Et comment avoir les besoins du marché? C'est en regardant simplement les offres, les annonces ou les descriptions des postes. En France, par exemple, vous avez une plateforme, un site gouvernemental qui vous indique un peu les capacités recherchées en fonction du métier. Donc, c'est un répertoire en fait des métiers.
Et à l'intérieur, en fait, vous voyez quelles sont les attentes pour chaque métier. Ça vous permet déjà de voir si vous avez les compétences liées déjà à votre métier de formation. Maintenant, il faut comprendre que vous pouvez même exceller dans votre métier, mais votre métier n'est plus nécessaire. Et c'est ça que je veux que vous compreniez au travers de cette présentation. C'est que vous pouvez même exceller dans votre métier, mais sauf que pour, je sais pas moi, si on a 100 entreprises en France, peut-être qu'une seule entreprise a en fait besoin de votre compétence. C'est ça qu'il faut vous dire. Mais c'est déjà important d'évaluer vos compétences, ensuite de les challenger avec les besoins du marché. Et un aspect important, c'est de redéfinir votre projet de vie. Parce qu'après ce bilan, vous pouvez vous rendre compte que, en fait, vous êtes déjà très doué dans votre métier, mais sauf que vous n'arrivez toujours pas à avoir un salaire décent, une vie décente, ou même trouver un emploi tout simplement. Mais il faudrait peut-être redéfinir qu'est-ce que vous voulez faire de votre vie. Est-ce que vous voulez aller vers de nouvelles opportunités? Quel est le cadre de vie dans lequel vous voulez voir grandir vos enfants, votre vie de famille? Ça aussi, c'est important. Et il y a des gens qui font un métier où ils sont tout le temps sur la route. Ils rentrent très tard, alors qu'ils voudraient passer du temps avec leurs enfants, pouvoir prendre des vacances 2, 3 mois par an. Ça aussi, c'est des éléments à redéfinir. Et en fonction de ça, vous prendrez votre décision de savoir est-ce que je veux vraiment, euh, c'est-à-dire, est-ce que je veux vraiment continuer dans ce métier-là? Parce que vous pouvez déjà être même en poste, hein, mais sauf que le métier que vous faites ne vous passionne pas énormément. Et c'est important quand vous sentez que votre métier ne vous passionne pas. Ça veut dire probablement que vous allez arrêter d'évoluer. Probablement, vous allez arrêter d'évoluer. Et dès que vous allez arrêter d'évoluer, vous allez devenir obsolète. Et forcément, on va vous licencier. Donc, c'est une conséquence, en fait, que finalement, vous devenez en fait sans emploi. Voilà. Donc, il est important de faire ce bilan-là et de vous dire les choses de façon très, très lucide. Vraiment, pour la reconversion, il faut de la lucidité. Ah oui, j'ai pas lu tous les messages donc de Nancy. Après une POE de 5 mois avec Capgemini, l'IL M2I, qui ne s'est pas soldé par un CDI au final, sous prétexte que je n'étais pas assez technique. Parmi 14, ils ont gardé que 4. J'ai dû rebondir. Ah, ok. Nancy, je vois en effet de quoi tu parles. Souvent même, vous avez des formations pour des reconversions professionnelles et in fine, ils ne prennent qu'une partie. Ça, j'ai déjà énormément vu ça. J'ai même vu des personnes qui ont porté plainte même aux entreprises qui organisaient les PO. Donc, j'ai déjà vu tellement de choses dans ce domaine-là que je vois exactement de quoi est-ce que tu parles. Et sous prétexte, en effet, que tu n'étais pas suffisamment technique, on reviendra sur cette partie-là un peu plus tard. Je vous expliquerai pourquoi est-ce que ces entreprises le font souvent. Alors, nous allons parler des métiers de l'informatique. Très souvent, quand vous êtes au lycée ou au collège, vous avez beaucoup de matières que vous réalisez. Et il y a des enseignants qui vous disent, bon, c'est mieux d'avoir un peu 12 partout. Et d'autres enseignants qui vont vous dire, mieux vaut que tu excelles en mathématiques et comme ça, tu seras reconnu comme étant le meilleur en mathématiques. Pour moi, je suis pour la spécialisation. Spécialisation ne veut pas dire qu'on est nul sur les autres domaines, non. Mais on est identifié comme ayant une forte compétence. Et je vous explique bien sûr pourquoi. Lorsque vous êtes en entreprise, on est sur un projet, surtout dans les grosses boîtes. Dans les grosses boîtes, on a des départements pour chaque type de besoin. On aura besoin de développeurs Java, de développeurs Python, on aura besoin de graphistes, monteurs, etc. Euh, 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 Vraiment, ils vont bien séparer les différents corps de métier. Si vous êtes en entretien et on vous demande qu'est-ce que vous savez faire en informatique, dites, je sais faire du réseau, je sais faire du système, je sais faire du cloud, je sais faire du... Non, c'est bien ce que vous dites, mais il faudrait que l'on puisse sentir que vous avez une appétence pour quelque chose. Sinon, on ne saura pas où vous mettre, en fait. Et c'est ça le problème. Souvent, quand on ne vous retient pas, c'est parce qu'on juge que vous êtes trop généraliste. Quand on dit que vous êtes trop généraliste, c'est parce que vous n'êtes pas spécialisé quelque part. Être spécialisé quelque part ne veut pas dire que vous êtes l'expert absolu, non. Mais que vous vous démarquez avec une certaine appétence sur ce domaine-là. Et ça, c'est fondamental. Parce que je vois trop de jeunes, lors d'entretien, il nous raconte sa vie, il nous dit d'où il vient, il nous dit, etc. C'est pas mauvais. Mais sauf qu'à la fin, j'ai besoin de te positionner sur un projet. Et pour te positionner sur un projet, j'ai besoin de savoir
sur quel domaine exactement, sur quelle technologie spécifiquement tu excelles. Et c'est pour ça que lorsqu'on a souvent vos CV, en fait, le CV ne suffit pas. Il faudrait que l'on puisse discuter avec vous pour que vous nous racontiez votre histoire et surtout vous nous dites sur quoi est-ce que vous vous sentez le plus à l'aise. Parce qu'on ne peut pas être spécialiste de tous les domaines, c'est impossible. Et quand on vous vend chez un client, en fait, c'est important que le client puisse tirer le meilleur parti de vous. Et même quand vous voyez les chaînes de montage et les chaînes de production dans les usines, on a toujours des spécialités. Le ferrailleur, le soudeur, voilà, chaudronnerie, etc. C'est important. Même dans l'informatique, vous devez tout faire pour avoir un couloir efficient. Donc, ne négligez pas cet aspect des choses. Vraiment, ne négligez surtout pas. Alors, ensuite, et n'hésitez pas si vous avez des questions à les mettre dans le chat, bien évidemment. Je vais y répondre en temps réel. Alors, Nancy dit, le bilan, c'est très important. J'ai un bac plus 5 en gestion de projet marketing et pourtant, j'ai remarqué le métier vivre de plus en plus vers la data. En effet, je reviendrai sur ceux qui ont fait certains métiers parce que c'est un vrai cataclysme. Vraiment un vrai cataclysme. Alors, quand vous voulez vous lancer dans les métiers de l'IT, de l'informatique, il faut savoir qu'il y a quand même un certain nombre d'exigences. L'exigence principale, c'est de continuer à s'abreuver en connaissances. Vous allez dire, oui, après le boulot, j'ai une vie de famille, j'ai une vie sociale, j'ai une vie, etc. Très bien. Mais sachez que c'est à vos risques et périls. Vraiment, c'est à vos risques et périls. Si je vous montre le nombre de bibliothèques auxquelles je suis abonné, il y a Cloud Guru, il y a les éditions UNI, il y a Aureoli, voilà, il y a encore, je crois, deux autres bibliothèques là, LinkedIn Learning aussi où je suis. Bref, je suis constamment sur les plateformes de formation. Constamment. Et c'est ça, c'est l'exigence du monde de l'IT. Oui, vous trouverez un emploi, mais lequel? Si vous envisagez même être indépendant à un moment donné, exiger le full remote en entreprise, vous devez avoir de quoi le justifier. Et l'exigence de l'IT, c'est de continuer à se former. Oui, l'IT permet d'avoir un travail sûr, oui, mais quel est le prix à payer? Quelle est l'exigence? Il y a toujours un prix à payer. Vous ne pouvez pas dire que vous allez toujours trouver un emploi et derrière, vous ne payez pas le prix. Ça ne fonctionne pas comme ça. Vous allez toujours devoir payer le prix et le prix fort. Et donc, dans l'informatique, c'est discipline, travail. Je travaille tous les jours. Mais bien sûr, je sais que je ne pourrais pas tenir comme ça sur 10, 20 ans. Oui. Mais sauf qu'il faut travailler suffisamment pour être identifié comme étant un profil intéressant sur certaines thématiques. Et à partir de là, vous pouvez diminuer le rythme de travail. Mais il faudrait déjà que vous travailliez tellement quand vous êtes identifié comme, en effet, quelqu'un qui, en effet, sait de quoi est-ce qu'il parle sur certains sujets. On reviendra sur les sujets auxquels vous devez vous intéresser. Mais juste pour vous dire qu'il y a une exigence dans l'IT, c'est de travailler tout le temps. Tout le temps. Alors, vous allez me dire, il y en a qui n'ont pas forcément besoin de ça pour trouver un emploi. Oui, ça, je suis d'accord. Je suis d'accord avec cette assertion. Mais je dis simplement que si à un moment donné, vous vous rendez compte que vous avez du mal à retrouver un emploi, posez-vous les bonnes questions. Voilà. Il y en a des qui ont terminé leurs études, terminé, ils n'ont plus jamais ouvert un livre, ils n'ont plus jamais. Non. C'est fondamental que vous compreniez que la technologie évolue énormément. Énormément. Bien. Donc ça, c'est une parenthèse. Là, je vous ai montré ces trois bibliothèques, mais je crois qu'il y en a encore deux, trois où je suis abonné et je paye donc de ma poche, hein. Ça, il faut bien comprendre cela. Je paye de ma poche toutes ces bibliothèques-là parce que je sais que la connaissance de qualité, ça se paye. C'est bien les vidéos sur YouTube, mais c'est aussi bien d'avoir des connaissances qui sont structurées. Et c'est dans des plateformes en effet payantes qu'on a des ressources structurées. Alors, quels sont donc les avantages des métiers de l'IT? C'est le salaire. On n'est pas les mieux payés. On se retrouve dans la classe moyenne, et je dirais classe moyenne supérieure. On est souvent sur des salaires de minimum, allez, pour ceux qui sont en France, par exemple, de 2 000 euros, qui peut aller même jusqu'à 5 000 euros pour ceux qui ont 10, 15 ans d'expérience.
Mais voilà, on n'est vraiment pas les plus mal lotis. On a généralement de très très bonnes assurances et tout. Donc voilà, on est bien lotis quand même. On va pas se plaindre. En tout cas, on n'est pas ceux à plaindre. Les prêts, on en donne aux informaticiens. Donc le salaire, on ne se plaint pas. Ensuite, la flexibilité. Et ça, je ne vous apprends rien. Grâce notamment à l'informatique, en fait, vous pouvez travailler d'où vous voulez. Alors, moi, par exemple, ça fait 3 ans que je travaille en remote. Donc, mon client se trouve dans une autre ville, mais je n'ai jamais eu besoin d'y aller. Ceux même qui sont dans la même ville que leur entreprise, en fait, ils ont 3 jours de télétravail. Et j'ai même des salariés qui travaillent dans différents pays du monde et ces derniers travaillent en fait de chez eux. Et c'est ça la flexibilité en fait qu'apporte l'informatique. C'est que vous pouvez avoir des horaires flexibles parce que ce qu'on vous demande in fine, c'est de livrer. Donc il y a des gens par exemple qui ont deux, trois missions et ils s'arrangent simplement à travailler le matin et le soir. Tant qu'il livre ce qu'il a livré, c'est bon. C'est différent par exemple du boulanger qui doit faire ses pains au chocolat, le même jour qu'il doit les vendre. Donc, nous, on n'a pas ces contraintes temporelles-là. On a beaucoup de flexibilité quand même. Et bien sûr, l'employabilité, ça va avec. Quand on est informaticien, on n'a pas le stress de l'emploi. Dès qu'une mission ne nous plaît pas, on dépose la lettre de démission, on retrouve le lendemain, ça va. Ça se passe quand même bien. Ensuite, on a le freelancing. Oui, on a cette chance-là que le freelancing est à notre portée lorsqu'on travaille dans les métiers de l'informatique. Bon, moi, je suis freelance depuis que je suis sorti de l'école, hein. Donc, je crois 1 an et demi après être sorti de l'école, j'étais déjà freelance jusqu'à maintenant. Bon, c'est vrai que maintenant, je suis passé chef d'entreprise, mais j'ai été longtemps freelance. Alors, quels sont les métiers que l'on retrouve dans l'informatique? La famille de métiers. On a les métiers liés au développement, au test et à la partie opérationnelle. On a les métiers liés à la data, à l'IA, à l'IoT. On a les métiers liés à la sécurité, au cloud, au réseau, au télécom. Et on a d'autres métiers. Gestion, pilotage, infographiste, etc., comme digital, e-commerce. Donc, dans les métiers, en effet, que je côtoie la plupart du temps, on a le développement. Voilà, donc développement full stack, ingénieur DevOps. Au niveau de la data, je côtoie les ingénieurs data. Ensuite, au niveau de la cybersécurité, je côtoie pardon, énormément les architectes cloud et les admins. En tout cas, tous ceux-ci, je les côtoie quand même au quotidien. Alors, ceux de ce côté, les amis, il faut les bannir de votre esprit. Lorsque je demande de se reconvertir dans les métiers de l'IT, il faut éviter ces métiers et je reviendrai pourquoi par la suite. Évitez ceux qui sont là. Là, évitez. Et bien sûr, je reviendrai, je précise bien que je reviendrai dessus par la suite. Mais de grâce, évitez-les. Vous avez des gens qui veulent faire ces métiers, refusez. Et je vous expliquerai pourquoi. Donc, on va plus s'orienter vers les métiers essentiellement techniques. Quels sont les métiers donc les plus demandés dans le monde de l'informatique actuellement? On a les experts en cybersécurité, oui, parce qu'il faut sécuriser les infrastructures, il faut les protéger face aux hackers. On a les architectes cloud qui permettent de déployer des machines, des infrastructures sur sur des infrastructures déportées, gérées par un cloud provider. Je ne monte pas trop dans les détails. Ensuite, on a les data analysts, data engineers, ceux qui font de l'analyse, du traitement, de la présentation de données, des dashboards. On a les ingénieurs DevOps, dont je fais partie, vu que je suis architecte cloud, mais aussi DevOps. Donc, ils vont également mettre en place de l'automatisation pour fluidifier le processus de développement et de déploiement des applications. Et également les techniciens support, parce qu'il faut toujours des gens qui vont résoudre les incidents et maintenir les systèmes informatiques en un état opérationnel. Donc, voilà les métiers les plus recherchés que j'ai pu retrouver sur Internet. Donc, ce serait bien de vous orienter vers ces derniers. Alors, je n'ai pas dit que le développement informatique Java et tout est mauvais, hein. Je reviendrai sur ces derniers par la suite. Donc, il y a des métiers qui sont extrêmement prisés. C'est ceux-là dont j'ai parlé ici. Maintenant, bien sûr, il y en a d'autres. Alors, comment choisir votre voie? Et je répète encore pour ceux qui ont des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le commentaire, dans les commentaires. Comment choisir vos métiers? Les métiers à éviter. Les métiers à éviter, on a community management,
graphiste et monteur, web designer et marketing digital. Qui peut me dire pourquoi est-ce qu'il faut les éviter? Moi, je peux dire pourquoi, parce que je viens du Qui peut me domaine. dire pourquoi est-ce qu'il faut éviter ces métiers-là? Voilà, donc bonsoir Je vais à mettre en tous, moi commentaire c'est ou aussi parler. Nancy. Oui, Nancy? Voilà, donc je parle par expérience, hein. Moi, je Alors, viens du je ne marketing sais pas si digital, Nancy est en train de effectivement. parler, mais moi, je ne l'entends pas. Alors, Hop, 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 hop. est-ce que là, vous Peut-être c'est moi m'entendez? qui ai un problème d'audio, hein. Device. Est-ce Ah, que vous 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 m'entendez? entendez. OK. Il faut que je vérifie. Qu'est-ce que j'ai mis comme micro? Non, microphone, c'est bon. Audio device. Audio device. Ah, je crois que mon audio device, en fait, n'est pas le bon, malheureusement. Ouais, c'est possible, parce que les Spatial autres m'entendent, donc ça audio. me rassure. Alors, comment est-ce que je fais pour avoir le bon audio device? Ouais, je crois que c'est mon PC qui fait des siennes. Alors, si je fais ça, audio device. Non, je crois que ouais, c'est mon PC qui fait les siennes. Bon, c'est pas très grave. N'hésitez pas à les mettre en effet en commentaire directement. Ouais, c'est moi qui ai un souci. Je verrai bien pourquoi Du est-ce coup, que. je le mets en commentaire ou... Donc, n'hésitez pas à écrire directement en commentaire parce que je ne vous entends. En fait, Ok, je n'entends d'accord. pas. C'est pas le bon périphérique qui est branché. Et je ne sais pas pourquoi ça fait cela. Ah, peut-être en Bon, c'est essayant de faire. dommage. En audio, c'est Ce plus sera mieux. facile. Et voir. Settings. Device. Allez, j'essaie de faire un livre. Alors, les autres, c'est moi ou on a perdu d'Iran? J'entends plus rien, je le vois plus. Je pense qu'on l'a perdu, hein, puisque moi, je n'entends plus. Ok, ouais, donc on l'a perdu, En effectivement. fait, il essaie de se De reconnecter reconnecter. son micro? Oui, D'accord. oui, effectivement. Bon, je suis passé sur un autre navigateur. Et là, Nancy, si tu essaies de Ok. trouver la réponse. Allô, Diran, est-ce que tu Et là, je m'entends? t'entends. 5 sur 5. Yes. Impeccable. Par contre, on Oui, voit plus ton écran, rien du tout. oui, Ok, c'est bon. je réaffiche, oui. Alors, Voilà, qu'est-ce donc que tu me diras? rebonsoir à tout le monde. Bonsoir. Voilà, donc j'étais en train de dire que moi, je ne recommande plus le marketing digital parce que je viens du secteur. Oui. J'ai fait de la gestion de projet marketing pendant un peu plus de 3 ans. Et au fil du temps, je me suis rendu compte que le métier il irait beaucoup plus vers l'analyse de données, en ce sens que quand on gère un projet, c'est-à-dire qu'on échange avec le client, on recueille les Oui. besoins. Ensuite, on dit, voilà, pour la stratégie des réseaux sociaux, on va faire tel design, Mhm. telle stratégie de marque, ainsi de suite. Et aujourd'hui, on a des tools qui font ça. C'est-à-dire qu'on a des Mhm. tools aujourd'hui. Tu donnes le nom de ta marque, le domaine dans lequel tu travailles, et puis ça te Mhm. sort plein de trucs préfaits où tu peux Oui. juste ajuster 2-3 choses, et puis c'est réglé. Tu as un brand, t'as un brand board, tu as un logo, tu as machin, tu as tout ce qui Oui. est fait. Du coup, ce côté-là, enfin, ceux qui le faisaient, par Mhm. exemple, c'était soit les designers, soit les graphistes. On en a plus Mhm. besoin. Mhm. Tu te cassais la Tout tête à sur fait. Photoshop, sur Illustrator, machin. Aujourd'hui, tu as des tools qui font ça. Donc, du coup, côté graphiste, monteur,
Pour moi, aujourd'hui, ça peut encore se négocier, mais je me dis dans Mhm. 3, 4, 5 ans, on n'en aura plus besoin. Le community management, j'en ai fait sur les réseaux sociaux. Oui, Voilà, tu te sers du brand board pour faire, pour gérer la community et tout ça. Aujourd'hui, tu as des tools où tu leur oui, dis, «Voici le lien de ma chaîne Facebook, voici le lien de ma chaîne YouTube. Je veux que lundi, mardi, jeudi, tu me programmes ci, ça, tu mets ce que tu as oui, posté» et puis ça fait le travail. Du coup, en termes effectivement. de Mhm. compétences humaines, il y a plus beaucoup de besoins. Donc community manager, pour moi, dans Mhm. 3, 4, 5 ans, bye bye, ciao. Mhm. Le web designer, moi, j'utilise WordPress pour faire du web design. Ça fait tout. C'est-à-dire Mhm. que tu as plus besoin de te taper 3 000 €. Bon, ça dépend du type de site, mais je veux dire, de manière Oui. générale, avant, tu avais besoin de 3 000 € de budget, un bon web Mhm. designer pour te faire de l'UX, de l'U-machin. Et aujourd'hui, bah, pas spécialement. Tu prends un tools, tu mets Oui, tes besoins, tu fais du drop and machin, et puis c'est réglé, tu as un site. Du coup, tout web à fait. designer, pour moi, l'avenir, zéro. Le marketing digital, Mhm. ça passe encore, mais il faut absolument que tu aies des compétences en data. Parce que pour que tu Mhm. puisses gérer un service marketing à l'avenir, il va falloir pouvoir analyser les données. C'est surtout ça qui va déterminer la stratégie et tout ce sur quoi on va devoir gérer. Donc, si tu as pas. Or, la data, à la base, c'est de l'informatique. Il faut pouvoir Mhm. programmer, il faut pouvoir utiliser Python, nanani, nanana. Et ça, en école de commerce, on le voit pas. Ouais. Donc tu te retrouves, manager de projet avec des Mhm. besoins, enfin avec des compétences, que Ouais, tu n'as ouais, pas par rapport aux besoins. Donc tout à fait. moi, à un moment donné, je me suis dit, moi pour l'avenir, en fait, je me retrouve dans une situation où dans 2, 3 ans, Mhm. ça se trouve, j'aurai plus mon taf. Donc c'est soit je vais me reformer en data Mhm. pour compléter les compétences que j'ai actuellement, soit je vire Ouais. à l'IT. Du coup, je suis dans une OK, situation donc c'est pour ça que moi je ne le recommande plus aujourd'hui parce que je suis passée tout à par fait, là. J'ai tout à été fait. butée à un moment donné et je dis à ceux qui viennent derrière, je leur dis: «Franchement, je vous recommande pas Mhm. parce que à mon sens, à l'avenir, on n'en aura plus besoin». Tout à fait, tout Donc à fait. moi, c'est un peu les raisons que j'ai, pour lesquelles je Mhm. recommande plus aujourd'hui, cette partie du numérique. Yes. Merci, hein, merci Nancy. Je pense que je n'aurais pas pu mieux l'expliquer, surtout que tu viens de ces domaines-là. En tout cas, tu les connais très bien. Moi, pour les avoir vus de l'extérieur, pour avoir des proches qui ont fait les écoles de commerce, j'ai pu voir le désastre. J'ai pu voir le cataclysme. Parmi mes proches, et comme je le disais sur ma vidéo, j'ai des proches qui ont fait des écoles de commerce et ça fait 3, 4 ans, ils n'ont pas trouvé d'emploi. Donc oui, le marketing digital, comme tu l'as dit, à juste titre, maintenant il faut de la data. Il y a même un proche à moi qui a passé un entretien et on lui a clairement dit que marketing digital, sans faire même un peu d'IA, en fait, ce n'est plus possible. En gros, on a encore besoin de ces métiers-ci, mais sauf qu'on a besoin de ces métiers-ci à un autre level. Ceux qui étaient là au départ ont déjà pris les positions pour répondre à ces besoins. Vous, en tant que nouvel acteur, ça va être très difficile. C'est pour ça qu'il faut voir le coup d'après. Parce que même si vous travaillez dessus aujourd'hui, d'ici 2, 3 ans, comme Nancy l'a dit, on n'aura plus besoin de vous. Et donc, je vais maintenant vous indiquer quelles sont pour moi les caractéristiques d'un métier sur lequel vous devez miser actuellement. Quelles sont les caractéristiques? Lorsque vous cherchez un métier de nos jours, ou vous reconvertir, ou vous spécialiser, il faut ces critères. S'ils sont tous vérifiés, tant mieux. Si une partie est vérifiée, il faudra voir. Il faudrait un peu d'algorithmie. Vous allez regarder sur Internet ce que c'est que l'algorithmie, mais c'est tout simplement le fait de structurer des processus, de structurer des actions pour atteindre un résultat. L'algorithmie, c'est souvent la bête noire des étudiants en informatique. Il faudrait qu'il y ait forcément du numérique, de la digitalisation. Il faudrait qu'il y ait du virtuel. C'est important. Donc, vous n'ayez pas à travailler voilà, à faire encore des choses manuelles. Il faudrait que ce soit du numérique. Ensuite, il faudrait qu'il y ait du calcul scientifique dans l'idéal. Qu'est-ce que j'entends par calcul scientifique? Ça veut dire que vous devez être capable de résoudre un certain nombre de problématiques arithmétiques de base. Donc, pas faire de la mathématique poussée, non, mais être capable de faire des calculs, voilà, de fonctions croissantes, décroissantes, voilà, vraiment, faire vraiment des choses de base.
Je n'ai pas forcément envie de, de parler un peu plus du métier, mais il faudrait qu'il y ait des calculs scientifiques à l'intérieur. Il faudrait qu'il y ait aussi la possibilité d'industrialisation. Ça veut dire que lorsque vous travaillez dans ce métier-là, vous devez être capable d'avoir un impact à l'échelle rapide. Je prends l'exemple. Lorsque le data analyst, il fait ses dashboards et tout, quand il fait ses dashboards, il publie directement vers les différents directeurs. Il publie, il déploie, etc. Ça force que son travail a un impact immédiat. Il arrive à le rendre disponible à l'échelle. Ça veut dire qu'il a de l'impact. Donc, il faudrait que le travail puisse être aussi industrialisé. Lorsque vous avez fait le processus manuellement, après, on peut le dupliquer par 10 000, par 100 000, par 1 million. Ensuite, il faudrait aussi que ce soit un métier où c'est possible de faire du freelancing. Parce qu'à un moment donné, forcément, vous allez vouloir être indépendant et imposer aux employeurs votre propre rythme de travail. Donc, pour ça, il faudra aussi regarder dans ce sens-là. Donc, ça, c'est les caractéristiques pour moi qui doivent vous amener à faire un choix. Et si je peux résumer en fait ces caractéristiques, c'est qu'il faut de la complexité. Vous allez me dire, mais Diran, la complexité est relative. Oui, la complexité est relative, oui, mais il faudrait que vous vous dites que s'il n'y a pas de complexité, alors il n'y a pas de barrière à l'entrée. Et s'il n'y a pas de barrière à l'entrée, vous serez des centaines de milliers à vouloir un poste quelque part. Ça veut dire que dès qu'on va mettre l'annonce, tu auras 10 000 personnes qui vont postuler. Et on veut 2 personnes. Comment est-ce qu'on fait? On ne prendra que les 2 meilleurs. Il faudrait vraiment que vous soyez exceptionnel quand il n'y a pas de barrière à l'entrée. Il faut qu'il y ait une barrière à l'entrée. Et cette barrière à l'entrée-là, c'est peut-être des choses que vous ne voulez pas faire. Vous ne voulez peut-être pas faire de calcul mathématique. Vous ne voulez pas peut-être apprendre à programmer parce que vous trouvez que c'est trop dur. En fait, c'est ça le problème. Le problème, c'est que les ordinateurs, l'intelligence artificielle, vient faire des choses que vous faites. Donc, l'employeur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va privilégier un outil qui le fait déjà à votre place. C'est triste, mais c'est la réalité. Donc, dites-vous que pour pouvoir vous en sortir, il faudrait que vous développiez des compétences qui feront en sorte que vous serez attrayant au niveau des recruteurs. C'est fondamental. Il faudrait qu'il y ait une difficulté et une barrière à l'entrée. Ça, c'est indispensable. Et comment on fait donc pour se rassurer qu'il y a une barrière à l'entrée? C'est en apprenant de plus en plus des choses complexes, des choses qui nous cassent la tête. Donc, je vous ai ouvert quelques librairies que j'utilise pour me former. Et je me forme tout le temps, tous les jours, parce qu'il faut rester en effet à un bon niveau. Voilà. Alors, quelles sont mes recommandations? Parce que je vous ai montré les métiers les plus demandés. Oui. Mais il y a maintenant ce que moi je recommande avec le recul et surtout avec le contexte des entreprises que je vois sur le terrain. On a bien sûr les développeurs full stack, donc ceux qui font du front-end, du back-end. C'est toujours des métiers dont on a besoin. Donc, des formations comme celle-là, c'est top. Ensuite, les administrateurs système et réseau. Ce sont des compétences qui sont toujours nécessaires. Ensuite, les ingénieurs data et les data analystes, oui, pour l'analyse de données, présentation de dashboard, traitement de la donnée, visualisation. Les cloud engineers qui vont en effet travailler à la mise en place d'infrastructures dans le cloud, sur AWS, sur Google. Les DevOps engineers qui vont industrialiser le processus de production de l'application, de test de l'application et de déploiement de l'application en continu. Et les testeurs logiciels qui vont permettre de valider le code. On va dire que c'est les 6 grands métiers que je vois actuellement qui passent sur le marché. Maintenant, il y en a qui nécessitent souvent d'autres compétences. Je prends le cas des administrateurs système et réseau. Ces derniers commencent à avoir du mal à trouver des emplois qui sont très très bien payés parce que ça devient une compétence un peu, je veux dire quoi, un peu commune. Voilà. Donc ça veut dire qu'à l'administrateur système, on va lui demander de faire un peu de DevOps. Aux développeurs également, on va lui dire fais aussi un peu de DevOps pour être un développeur augmenté. Vous voyez que les exigences augmentent. Mais déjà, être dans l'un de ces métiers-là vous permet de pouvoir évoluer ensuite sur des métiers beaucoup plus valorisants. Mais il faut partir sur une base. Et il y a aussi le métier de testeur, bon, que je ne recommande pas trop, mais ça passe aussi. Mais je ne sais pas combien de temps on aura encore besoin de testeurs purement logiciels parce que maintenant, il y a des outils qui font des tests pour nous. Je ne sais pas. J'ai vu quelques personnes qui s'épanouissaient énormément dans le métier de testeur logiciel. Ce métier a l'avantage qu'il ne nécessite pas de savoir programmer ou d'apprendre à programmer. Mais comme je le dis toujours, tout ce qu'il n'y a pas de complexité dessus, il y aura un problème tôt ou tard. Donc, vous pouvez faire testeur logiciel et dans 2-3 ans, vous perdez votre emploi.
Peut-être pour quelqu'un qui va bientôt aller à la retraite, je peux lui dire, fais test logiciel et comme ça, tu pars à la retraite tranquillement. Mais pour un jeune, je ne sais pas trop si c'est en effet une bonne idée. Voilà. Moi, je pense il faut se casser la tête et accepter souffrir. Et je le dis souvent aux étudiants que j'ai, c'est que les gens payent le laxisme qu'ils ont eu par le passé. Je répète encore, les gens payent le laxisme qu'ils ont eu par le passé. Quand on demandait aux gens de faire les mathématiques, de faire les physiques, pour diverses raisons, ils ont peut-être senti qu'ils n'avaient pas énormément d'appétence dessus. Ça peut arriver. Mais vous devez comprendre que le système vous punit maintenant pour cela. C'est ça le problème. C'est que le système veut des personnes qui vont programmer. Et souvent, la programmation, alors, elle n'est plus aussi difficile qu'avant parce qu'on a trouvé des méthodes pour faire en sorte que les gens qui partent de zéro, je vous ai dit, on a des chauffeurs de bus, des gens qui faisaient du taxi, les boulangers, voilà. Ils n'ont pas de compétences mathématiques à la base. Ils n'ont pas de compétences scientifiques, entre guillemets, à la base, mais on leur apprend des choses pour qu'ils puissent rapidement trouver un emploi. Mais vous devez savoir, en effet, que ça va nécessiter de développer des compétences en algorithmie, en structuration de connaissances. Et c'est ce qui manque souvent aux gens. Donc, on finit toujours par payer le lourd tribut. L'État aura beau subventionner, mettre de l'argent par-ci, par-là pour que les gens puissent retrouver un emploi. Mais in fine, ils n'auront pas un bon emploi jusqu'à la fin de leur carrière. Parce que, voilà, il faut, il faut durcir ses connaissances de base. Il faut avoir des fondations solides. Et il n'est pas trop tard pour définir ces fondations-là. Le problème, c'est que les gens se sont habitués à avoir une certaine vie sociale, familiale, qui fait en sorte que quand on leur dit en fait que non, en fait, tu vas devoir diminuer cela et travailler tous les jours, les gens disent non, mieux je continue avec Pôle emploi, le chômage, les aides et tout, etc. Donc, la vie, c'est un choix. La vie, c'est un choix. Donc, il n'y a pas de magie. Hein. Ce n'est pas après avoir fait cette conférence-ci que vous serez. Non. La vie, c'est un choix. Il faut être prêt à faire des sacrifices. Peu importe l'âge. J'ai vu des personnes qui se sont reconverties à 50 ans. Ils ont eu de très bons résultats, mais parce qu'ils ont en effet consenti à faire les sacrifices nécessaires. Alors, comment trouver la formation adéquate? Parce que ça aussi, c'est une question qu'on se pose. Comment faire pour trouver la formation adéquate? Les erreurs à éviter. Écoutez les commerciaux des centres de formation. Alors là, moi, c'est des personnes qui me hérissent le poil. Et forcément, ce sont vos interlocuteurs lorsque vous souhaitez vous former. Vous allez regarder, je vais me former en administration, système et réseau. Vous allez voir un centre de formation, vous allez appeler et vous allez tomber sur un commercial. Ce commercial a pour objectif, en tout cas 90% pour objectif de vous vendre leur formation. Non, je vous dirai ce qu'il faut faire. Ensuite, acheter des livres et des formations en ligne. En fait, ça ne sert à rien de commencer directement à se bourrer la tête avec des connaissances, surtout quand vous êtes en reconversion. Les experts que nous sommes, pouvoir l'acheter des livres et des formations en ligne et on s'en sort sans problème. Quand vous partez de zéro, vous avez besoin d'un guide, de quelqu'un qui va vous dire comment faire et comment débuter. Vous pouvez aller prendre une formation qui vous détruit le moral, qui vous détruit complètement, qui vous empêche même d'aller beaucoup plus loin. Non, ne faites pas ça. Je dis bien, quand c'est un domaine que vous ne connaissez pas, vous avez besoin qu'on vous indique comment. Et c'est ça le but aussi de l'école. Hein. Le but de l'école, si le premier jour, on vous apprend à tracer des courbes en mathématiques, ça ne va pas se passer comme ça va bien se passer. Il faudrait que vous soyez accompagné. Et c'est la même chose. C'est comme si vous apprenez à nouveau à marcher. Faites attention, achetez des trucs un peu de partout. Écoutez les conseillers Pôle emploi. Alors, pour ceux qui sont en France, hein, vous avez un organisme qui s'appelle Pôle emploi et qui aide les gens. Je ne dis pas que Pôle emploi ne sert à rien. Non. Je dis simplement que souvent, ces conseillères ou ces conseillers, ça peut être des hommes ou des femmes, en fait, qui vous conseillent souvent ne sont pas forcément sur le terrain. Eux, ils ont un fichier, ils ont un logiciel qui leur dit si ça, si ça, si ça, alors il faut l'envoyer là-bas. Non, non. Ça fonctionne peut-être avec la masse, mais non. Pour moi, ce n'est pas la bonne méthode. Mais le problème, c'est qu'il faudrait bien que l'État fasse quelque chose. Donc, pour moi, ce qu'ils font est salutaire. Mais avec le monde d'aujourd'hui et avec les exigences du monde de l'emploi, c'est très compliqué de s'en remettre complètement à nos amis de Pôle emploi, même si ça part d'une bonne intention, je précise bien, d'une bonne intention. Ensuite, demander des conseils à nos proches. Je ne dis pas qu'il ne faut pas demander conseil à nos proches, mais souvent, nos proches n'auront pas le courage de nous dire certaines vérités. Souvent, nos proches ne connaissent pas forcément les besoins du marché dans le domaine qui nous intéresse. Si vous avez un formateur dans votre famille
qui fait dans le métier qui vous intéresse, ok, allez le voir. Mais à 99% des cas, votre famille ne peut pas vous aider. Elle peut vous encourager, mais elle ne peut pas vous aider à trouver votre voie. Ensuite, l'erreur que les gens font souvent, c'est de suivre leur passion. Vous devez comprendre qu'en tant que chef d'entreprise, par exemple, moi, je prends des gens par rapport à ce qu'ils m'apportent. C'est fondamental. Moi, je prends des gens par rapport à ce qu'ils m'apportent, pas à ce qui leur plaît. Je n'en ai rien à cirer de ce qui leur plaît. Non. Parce que moi, il faut que je les paye à la fin du mois. Moi, je n'ai pas payé quelqu'un pour qu'il fasse quelque chose qui lui plaît, certes, mais qui ne m'apporte rien. Donc, la priorité pour moi en tant que chef d'entreprise, c'est de prendre quelqu'un qui va résoudre un problème chez moi. Si le problème qu'il va résoudre, c'est sa passion, alors là, c'est le jackpot. Là, c'est le jackpot. Mais attention, très peu de gens sont suffisamment compétents pour apporter une valeur ajoutée sur leur passion. Je répète encore, très peu de personnes sont suffisamment compétentes pour apporter de la valeur sur leur passion. Il y a des gens qui sont passionnés par le basket, par le football, mais combien deviendront Mbappé? Combien peuvent apporter de la valeur dessus? Non. Il y a des gens qui aiment faire la cuisine, mais combien deviendront des chefs étoilés? Non. Enlevez ça de votre esprit. On ne suit pas sa passion. On me voit donner les cours aujourd'hui, oui. Mais c'est bien parce qu'à un moment donné, je voulais gagner des sous et qu'on avait besoin de répétiteurs. Et c'est après que la formation m'a plu. Mais quand je faisais mes études, j'ai jamais pensé à donner des formations, à être formateur. Pas du tout. Donc ça, c'est fondamental. Alors, il y a Florian qui a écrit, je me pose une question sur 2 points. Sur le point 2, les erreurs à éviter. Je pense, pour ma part, le plus important, attention, ne pas prendre n'importe quoi ou plus de 100 livres. Oui, effectivement, on est d'accord, hein, Florian. Moi, ce que je dis, c'est la généralité. Parce qu'il y a des gens, quand ils veulent se former, en fait, ils achètent des livres un peu de partout. Et je dis bien, à 90%, ces livres-là vont les casser parce qu'ils vont commencer à lire les premières pages, ils vont dire ah ouais, mais je ne comprends pas ceci, je ne comprends pas ça, donc je ne peux pas faire ce métier. Non, ce n'est pas la bonne méthode. Et c'est ce que je suis en train de préciser. C'est que souvent, les livres sont écrits par des experts. Des experts qui ne les ont pas forcément conçus pour des personnes en reconversion qui n'ont pas les prérequis. C'est ça que je précise. Donc, j'apporte quand même cette nuance-là. Alors, la bonne méthode lorsqu'on souhaite donc se reconvertir. Regardez des présentations du métier sur YouTube. Là, en effet, vous avez le droit. On ne se reconvertit pas sur YouTube. Non. On ne se reconvertit pas sur YouTube. On regarde des présentations du métier sur YouTube. Je m'intéresse à la data. Je regarde quelques vidéos de personnes qui parlent de ce métier. Participer à des webinaires de découverte. Oui, vous pouvez participer. On présente par exemple quels sont les métiers de la data, l'univers de la programmation. Vous participez à ces webinaires-là, qui sont souvent gratuits. Par exemple, à Easy Training, on lance souvent les formations gratuites chaque semaine. Si vous allez sur le LinkedIn de Easy Training, vous allez voir. Je crois que la semaine prochaine, c'est une formation gratuite Docker, etc. Cette semaine-ci, la semaine qui s'achève là, on avait 4 formations. Ça permet aux gens de découvrir. Ils découvrent un peu ce que c'est que la matière. C'est quoi ce métier-là? Donc, c'est bien de participer à ce genre de webinaire. Participer à des formations à bas coût. Si vous voyez qu'il y a des formations qui peuvent coûter, je ne sais pas moi, 20 euros, 30 euros, 40 euros, 50, 100 euros, vous payez et vous participez. Formation découverte, vraiment formation à bas coût. Souvent, quand je dis aux gens, venez prendre des sessions, des séances de coaching à Easy Training, ils voient que c'est 50 euros les 1 heure. Ils disent que non, 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 Diran, on va voir. Et après, ils disparaissent. Je leur dis simplement que vous savez pas ce que vous perdez parce que vous allez regarder des choses sur Internet qui vont plutôt vous induire en erreur parce que vous voulez économiser 50 euros. Non. Quand c'est des sommes aussi dérisoires, c'est important de penser en effet, même si vous perdez. Et comme moi, je dis toujours, on apprend toujours même de ses erreurs. Donc, participez à des formations à bas coût, ou au petit bootcamp qui coûte 100 euros, 200 euros, 300 euros. Ça vous évite d'aller enterrer 6 000 euros dans une formation. Écoutez les podcasts sur des sujets qui vous intéressent ou liés à votre reconversion. Vous avez pas mal de personnes voilà, il y a pas mal de personnes qui font des podcasts sur des sujets techniques, moins techniques. Par exemple, moi, j'anime un podcast qui s'appelle Informatique pour tous, qui est disponible sur Spotify, etc., où je parle de ces sujets-là. Vous en avez aussi d'autres qui parlent des sujets divers et variés. Écoutez ces podcasts, ne vous précipitez pas. Prenez le temps de découvrir l'écosystème qui vous intéresse. Ensuite,
discutez avec des personnes du domaine qui ont des profils similaires aux vôtres. Sur Internet, sur LinkedIn notamment, vous pouvez trouver des gens qui ont fait des reconversions et qui sont devenus testeurs logiciels, data analyst. Essayez de les contacter. Ils peuvent vous dire qu'ils n'ont pas le temps. Vous cherchez d'autres personnes. Même si on vous demande, parce que les gens qui me contactent désormais pour discuter avec moi, je leur dis de prendre une séance de coaching, en fait, sur Easy Training, parce que je n'ai pas le temps. Si ce sont des personnes vraiment compétentes dans leur métier, en fait, elles n'auront pas le temps d'écouter votre histoire. Même si elles sont très gentilles, elles pourront rapidement répondre à votre message sur LinkedIn. Mais je vous dis, ce genre de personne, il reçoit 50 messages par jour. Et donc, il ne peut pas se mettre dans votre contexte et vous présenter exactement ce que vous devez faire. Moi, il m'est arrivé en effet de coacher des gens, de prendre du temps, et ils se sont rendus compte en fait que je leur ai épargné 2 ans de leur vie. 2 ans. Donc, pas pour dire que je suis le seul à le faire, mais il y a beaucoup de gens sur Internet qui peuvent vous aider, mais n'ayez pas peur de mettre la main à la poche parce qu'il en va de votre avenir. C'est ça qui est important parce que les gens veulent faire des économies sur tout et même sur leur carrière. Des fois, ça me fait rigoler. Donc, discutez avec des personnes qui ont fait ce que vous avez fait. Donc, sur LinkedIn, vous prenez le temps, vous leur dites quand est-ce qu'ils sont disponibles et tout. Voilà. Si vous dites s'il vous dit que pour le voir, il faut que vous payiez, ben, du coup, vous allez payer. Recherchez un mentor qui répondra à vos questions. De préférence, un formateur expérimenté. Alors, l'une des difficultés qu'on a avec les personnes en reconversion, c'est qu'il faut les prendre d'une certaine façon. Moi, si j'ai besoin d'un coaching, je peux voir n'importe quel expert sur Internet. Tant qu'il est bon, je vais comprendre ce qu'il va me dire. Mais le problème, c'est que les personnes en reconversion, c'est très difficile qu'elles puissent directement comprendre ce qu'un expert va leur dire. Et donc, l'erreur qu'elles font souvent, c'est de chercher comme mentor un expert dans le domaine. C'est pas mauvais, mais il n'aura peut-être pas la pédagogie de ramener des concepts compliqués à des notions simples pour quelqu'un qui ne s'y connaît pas en informatique. C'est pour ça qu'il y a une différence entre un formateur et un expert technique. Bien sûr, le formateur peut être expert technique, mais l'expert technique est difficilement formateur. L'avantage d'un formateur, c'est qu'il sait comment présenter les choses pour qu'elles soient un peu moins difficiles à comprendre. Donc, ça, c'est un autre élément que je vous indique comme astuce. Alors, bien sûr, il faut rechercher les financements. Ça, c'est la question à 1 million d'euros. Donc, si vous êtes en entreprise, certaines entreprises ont la possibilité de vous financer vos formations via notamment les OPCO ou alors les plans de reconversion massive. Il y a beaucoup d'entreprises qui financent en fait ce genre de formation, surtout quand ils s'apprêtent à faire des licenciements massifs. Il y a plein de multinationales françaises qui ont fait des licenciements massifs et donc ont mis en place des systèmes de reconversion pour les salariés qui avaient des métiers dont on n'avait plus forcément besoin. Ensuite, la banque. Vous pouvez demander un prêt, vous présentez votre projet professionnel à une banque et vous leur dites ma formation. Parce que quand vous allez voir la banque, ne venez pas en disant je veux de l'argent, non. Il faudrait que vous ayez un projet concret. Comment est-ce que vous allez leur rembourser cet argent-là? Après, comment est-ce que vous allez travailler après la formation? Quels sont les résultats que les gens ont obtenus? Vraiment des trucs propres, parlants et factuels. Soyez factuels, ne soyez pas dans oui, j'espère que ça va se passer. Non. La banque veut des certitudes. Ils ne veulent pas jeter leur argent. Même s'ils savent qu'il y a des choses qui peuvent ne pas se passer comme prévu, vous devez à minima préparer un dossier solide. Ensuite, les organismes sociaux. S'il y en a dans votre pays, rapprochez-vous de ces derniers. En France, vous avez les régions, vous avez les villes et vous avez aussi Pôle emploi et d'autres organismes sociaux ou même étatiques qui financent ce genre de formation. Donc, n'hésitez pas de vous rapprocher en fonction de là où vous vous situez. Alors, trouver le bon centre de formation. Comment est-ce que je fais? Déjà, il faut partager leur programme de formation à un expert du domaine en lui disant, si c'est aussi un formateur, tant mieux. Il pourra vous dire ce qu'il pense de ce programme-là et si pour quelqu'un qui part de zéro, est-ce que ça peut répondre à ses exigences. Ensuite, discuter avec des alumni. C'est important si vous avez constaté qu'il y a une formation en reconversion dans un centre de formation, de chercher les anciens. Souvent, c'est dans les publications de ce centre de formation-là. Vous discutez avec deux, trois et vous lui demandez un peu comment la formation s'est passée. Et il vous parlera un peu de son expérience dessus. Le problème, c'est que les gens se laissent tellement aller par les conseils des commerciaux qu'in fine, le résultat, voilà. C'est difficile qu'un commercial vous dit que vous n'allez pas atteindre vos objectifs. C'est difficile qu'il vous dise que vous n'allez pas trouver un emploi. Non, c'est leur métier de vous laisser entrer dans la formation. Ensuite,
participer à des séances de découverte proposées par le dit centre de formation. Il y a des centres de formation en fait qui proposent des webinars où ils vous présentent un peu voilà, les notions et tout ça permet de voir un peu de quoi est-ce qu'il s'agit. Alors, l'un des éléments qui pose problème avec les centres de formation, c'est que les formateurs ne sont pas souvent internes au centre de formation. Je répète encore. Les formateurs ne sont pas souvent des internes au centre de formation. C'est souvent des prestataires, comme nous, qui allons en fait donner cours là-bas. Ça veut dire que le centre de formation peut être super, mais sauf que la personne qui vous donne cours, en fait, n'est pas un formateur de talent. Vraiment, il vient, il donne cours, c'est un expert technique, et finalement, la formation, ça se passe très mal. Donc, ça aussi, c'est des risques à prendre en compte. C'est pour ça que vous devez toujours avoir, en parallèle de la formation, des possibilités de continuer à monter en compétences avec des ressources pédagogiques de qualité. Faites votre choix sans écouter les commerciaux, donc je reviens encore dessus. Je n'ai rien contre les commerciaux, ils sont là pour faire leur business, mais moi, je conseille aux gens de ne pas donner un blanc-seing, de ne pas faire totalement confiance à ces commerciaux-là, parce que leur objectif, c'est de faire du chiffre. Vous devez le prendre en compte. Maintenant, nous allons aborder la dernière partie de cette présentation qui est liée notamment à comment réussir sa reconversion professionnelle. Voilà quelques conseils que je peux vous indiquer. Premier conseil, dégagez-vous du temps. C'est important. Dégagez-vous du temps. Vous avez des responsabilités sûrement familiales, sociales et tout, associatives, mais il faudrait que vous puissiez vous dégager du temps. Je ne connais pas le nombre de temps qu'il vous faut pour monter en compétence, mais je vous dis simplement que si vous ne sacrifiez pas certaines sorties que vous aviez, certains passe-temps que vous aviez, et même un certain temps en famille que vous aviez, ça va être très difficile. Le marché s'en fout de vos états d'âme. Et c'est et c'est ça, en fait, qui me plaît sur le marché. C'est que peu importe les problèmes que vous avez, voilà, les entreprises ne sont pas là pour vous caresser dans le sens du poil. Pas du tout. Ensuite, procurez-vous procurez-vous du matériel de qualité pour travailler. Je me rends souvent compte dans les centres de formation ou dans les reconversions professionnelles qu'on anime, c'est qu'il y a des gens liés aux difficultés financières n'arrivent pas à avoir un bon PC pour suivre la formation. C'est vraiment très, 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 très compliqué dans ce sens-là. Vraiment, c'est une double peine. La première peine, c'est qu'il va devoir travailler comme un malade. Et deux, il sera ralenti par son PC. Vraiment, procurez-vous le matériel qui va permettre d'avancer. Même s'il faut que vous fassiez un prêt, je vous assure, ça va changer vos résultats. Il y a des gens que j'accompagnais dans les reconversions, à qui j'ai recommandé et que j'ai même souvent aidé pour pouvoir réaliser leur reconversion. Et en fait, en ayant un nouveau PC avec de meilleures capacités, leur productivité s'est améliorée de 4. Ils arrivaient beaucoup plus rapidement à faire les TP. Je vous dis, c'était vraiment, voilà, moi, ça m'a marqué parce que ça m'a fait énormément plaisir et ça montre que, au-delà de payer la formation, il faut un matériel de qualité et il faut investir dessus. C'est très important. Sinon, vous allez juste suivre les cours et vous allez à chaque fois être en retard et les autres vont prendre de l'avance et ça va vous frustrer à un moment donné. Refaire le TP systématiquement. Souvent, en journée, comme c'est des notions qui sont nouvelles, en fait, vous vous perdez. C'est-à-dire, voilà, vous ne comprenez pas tout et c'est normal. Parce que pour quelqu'un qui n'a jamais fait de programmation, on fait un jour entier de Python, il ne va pas tout comprendre. Mais c'est pour ça qu'on dit aux gens, en soirée, refaites les TP. Et c'est là où les gens disent, oui, mais j'ai des enfants, oui, mais, etc. Oui, il y a toujours un oui, mais il faut le faire. Si vous ne le faites pas, ne soyez pas surpris de ne pas trouver un emploi après. Ça ne ment pas. Et c'est ça que je dis, le marché n'a pas d'état d'âme. N'a pas d'état d'âme. Refaites systématiquement ce que vous avez fait en journée en termes de TP. Ensuite, posez le maximum de questions. Vous avez payé pour cette formation-là. Vous devez poser des questions. N'ayez pas peur. Il y a beaucoup de gens qui sont souvent frustrés parce qu'ils voient le niveau des autres et ils se disent, je ne veux pas qu'on sache que je suis aussi mauvais, que je ne suis pas bon et tout. Non. Ce que j'ai vu le plus réussir et qui partait vraiment de zéro, c'est ceux qui posaient des questions, même si les collègues riaient. Et moi, j'aime ce genre d'étudiants parce qu'il sait admettre qu'il ne connaît pas et c'est là où je lui explique même très, très bien la notion. Ensuite, créez-vous un portfolio. C'est fondamental d'avoir un certain nombre de réalisations. Dans les formations en reconversion, ou même dans les formations de façon générale, il peut arriver qu'à la fin de la formation, il y ait un mini-projet. Prenez-le vraiment à cœur. Si à la fin
du module que vous êtes en train de faire, il n'y a pas de mini-projet. Cherchez un mini-projet. Demandez au formateur un mini-projet parce que c'est ce qui va vous permettre en fait d'avoir un portfolio de projets dont vous pourrez parler en fait en entreprise lorsque vous serez en entretien. Parce qu'en entretien, quand moi j'ai quelqu'un qui me dit qu'il est en reconversion, je dis oui, c'est bien, mais qu'est-ce que tu m'apportes? Qu'est-ce que tu sais faire? Il va commencer à me dire oui, on a fait cours de ceci, on a fait cours de mais qu'est-ce que tu sais faire concrètement? Est-ce que tu as quelque chose de factuel? Rien. Eh bien, je ne peux pas le prendre. Je préfère quelqu'un qui a fait une reconversion en data et qui me dit oui, monsieur, en fait, j'ai mon portfolio de dashboard que j'ai fait avec Power BI. J'ai un repository Git avec notamment mes Dockerfiles que j'ai réalisés et qui m'ont permis de répondre à telle problématique. Lui, je le prends. Même si c'était le dernier de la promotion, je le prends. Pourquoi? Parce qu'il m'a expliqué ce qu'il a fait et il a les réalisations concrètes. Vous devez capitaliser sur tout ce que vous faites en formation. Tout. Jusqu'à aujourd'hui, je capitalise sur tout. Et comment est-ce que je capitalise sur mes montants en compétences? Ça va peut-être vous surprendre, hein. Comment est-ce que je capitalise sur mes montants en compétences? C'est grâce à Easy Training que je capitalise sur mes compétences. Tous les cours que vous voyez sur Easy Training, c'est des choses que j'ai apprises pour monter en compétences. Ce n'était pas pour donner des formations. Non. Mais tout ce que j'ai appris, en fait, c'est dans mes formations. Donc, quand je vais en entretien, je ne parle même plus. Je dis simplement, regardez tout ce que j'ai fait. Regardez mon GitHub. Sur mon GitHub, il y a beaucoup de projets sur lesquels j'ai travaillé, sur lesquels j'ai contribué. Je n'ai même plus besoin de parler, en fait. Parce que j'ai capitalisé sur tout. Dès que j'apprends une notion, j'essaie de faire un cours dessus après. Toujours. Donc, maintenant, Nancy, dans la partie, en effet, portfolio, là, maintenant, c'est des besoins particuliers. Donc, il faudra voir qu'est-ce que vous avez fait dans la formation, comment faire le portfolio, parce que là, on ne peut pas entrer dans les détails de chaque métier, sinon on ne va pas, en effet, sortir là. Mais oui, dans tous ces métiers, il y a un portfolio à faire. Tous les métiers, tout. Parce que si déjà Data peut faire un portfolio, Admin 6, n'en parlons même pas. Développer les soft skills. On se rend souvent compte en entreprise, et c'est souvent très difficile pour les personnes qui viennent d'autres métiers. Vous avez des gens qui étaient dans des métiers où ils ont un tempérament très très fort. Ils réagissent du tic au tac. Donc, dans la partie soft skills, c'est développer des compétences empathiques, d'écoute de l'autre. Et ça se voit souvent très vite en entreprise. Ceux qui sortent souvent de reconversion, en fait, on sent qu'ils ne viennent pas vraiment du monde de l'IT. Parce qu'ils réagissent souvent voilà, d'une façon un peu là, vous devez développer les soft skills qui sont notamment, donc on appelle ça souvent les interpersonal skills. Donc, comment se comporter en entreprise, voilà, comment travailler avec les collègues, etc. Donc, c'est vraiment important de développer ces soft skills-là. En tapant sur Internet, un soft skill, c'est important. Et je crois que j'ai même fait une vidéo sur YouTube sur les soft skills. Soyez actifs sur les réseaux sociaux. Quand je parle de réseaux sociaux, c'est essentiellement LinkedIn. Vous devez interagir avec les publications des gens qui travaillent dans le même domaine que vous. Vous devez aussi publier. Pour publier, il ne faut pas être expert. Et c'est ce que je dis souvent aux gens. J'ai beaucoup de personnes en reconversion qui publient énormément de choses sur LinkedIn, même si c'est des choses basiques. Vous devez vous dire qu'il y a des gens comme vous qui ne connaissent pas cela ou qui ne connaissaient pas cela et à qui vous pouvez apporter de la valeur. Donc, faites-le, vraiment. Essayez d'avoir un réseau et c'est ce réseau-là qui vous permettra, lorsque vous allez chercher un emploi, de pouvoir trouver un emploi. Utilisez ChatGPT, apprenez à l'utiliser parce que c'est vraiment un outil très intéressant. Moi, j'ai un abonnement payant sur ChatGPT parce que je veux utiliser les fonctionnalités avancées. Donc, c'est vraiment un outil merveilleux qui peut vous aider à monter en compétence. Imaginons que vous avez un concept que vous ne comprenez pas. Vous apprenez par exemple le Python et vous ne comprenez pas quand on dit par exemple qu'il faut utiliser les try, comment gérer les exceptions par exemple, ou ce que c'est qu'une fonction. Vous pouvez demander à ChatGPT, il va vous l'expliquer. Vous lui dites que explique-moi cette notion comme si j'étais un enfant de 2 ans. Il va vous expliquer, c'est vraiment très impressionnant. Et ça va vous faire gagner énormément de temps. Passez des certifications. Les certifications sont un moyen de confirmer les compétences que vous avez. Souvent, les gens pensent qu'après la reconversion, il faut courir derrière les certifications. Non. Si vous avez la compétence, vous allez trouver des missions. Mais si vous avez les certifications sans la compétence, ça ne sert à rien. Le client va le détecter dans votre première semaine de mission et vous mettre dehors. On a vu des gens qui avaient des super certifs qu'on a renvoyés après un mois parce qu'ils n'avaient pas la compétence. Ils avaient les certifications, mais pas la compétence. Donc pour moi, la certification vient en effet entériner des compétences que vous avez. Et ensuite, attention aux ressources en ligne. Parce qu'il y a beaucoup trop de personnes qui produisent du contenu. Ça part d'une bonne intention.
Mais faites attention aux ressources que vous consommez. Parce que sinon, ça va plutôt vous détruire. Quand les gens sont souvent en reconversion professionnelle, je leur dis, concentrez-vous sur ce que le formateur vous donne. Et n'allez regarder sur Internet que des éléments que vous ne comprenez pas. Mais dans l'idéal, posez d'abord la question au formateur. Parce que vous risquez d'aller prendre des ressources sur Internet qui vont plutôt je veux dire quoi, qui vont plutôt vous empêcher de pouvoir progresser normalement. Parce que vous serez en train d'apprendre des choses peut-être qui sont trop avancées pour ce que vous êtes en train de faire. Donc, soyez vraiment vigilant par rapport à ces éléments-là. Donc, les amis, nous voilà arrivés au terme en effet de notre présentation qui consistait à comprendre déjà la nécessité de la reconversion professionnelle dans le monde de l'IT, du digital, de l'informatique. Et je pense que maintenant, vous avez des idées un peu plus claires, notamment sur ce processus-là. Je ne suis pas rentré dans, on va dire quoi, la particularité de certains métiers. Ça, on va le faire peut-être dans un second temps. Mais je voulais déjà que vous compreniez qu'il y a un enjeu majeur lors de votre reconversion. C'est de pouvoir être à la quête d'une meilleure vie. C'est être à la quête, on va dire quoi, de pouvoir profiter en tout cas de sa vie d'une façon beaucoup plus décente et ne pas être dans la rat race où vous êtes à chaque fois en train de réfléchir au fin du mois ou alors quand on est dimanche, vous avez mal au crâne, vous dites que je vais encore aller travailler 20 heures de temps. Non. Le but, c'est vraiment que vous puissiez découvrir cet écosystème qui pourra vous garantir une meilleure employabilité et bien sûr vous permettre d'atteindre vos objectifs personnels et professionnels. Donc, merci bien pour votre attention, les amis. Et bien sûr, je prends des questions si vous en avez. Je vais déjà arrêter l'enregistrement là, parce que ça ne va pas aider à grand-chose de